Et salut tout le monde, salut Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de janvier. Il se passe pas grand chose en boxe cette année pour le moment. On a le combat de Inoue qui arrive la semaine prochaine. Et donc pour ça, je vais d'abord parler de Sam Goodman qui finalement ne fera pas ce combat et de toute la sauce qu'il s'est prise sur les réseaux sociaux. Avant de tranquillement parler de la boxe américaine. Il s'est passé pas mal de choses là en début d'année, il y a eu pas mal de news. Peu de concret malheureusement, ce sera l'occasion d'en parler un peu et de justifier encore un peu plus pourquoi fuir la boxe américaine et se diriger tranquillement vers d'autres boxes beaucoup plus sympas, par exemple la boxe japonaise. Euh, donc voilà, c'est un peu le plan du jour. Donc premièrement, Sam Goodman, vous ne l'avez pas manqué, il devait affronter Inoue le 24 décembre. Finalement, le combat s'est pas fait parce que Sam Goodman a reçu une coupure au niveau de l'œil gauche en sparring, supposément dans sa dernière session de sparring. Le combat a été reporté au 24 janvier et Goodman s'est réouvert il y a à peu près une semaine. Et suite à ça, le clan Inoue a trouvé un autre adversaire sud-coréen et Goodman du coup a été complètement décommandé du combat. Il a, à ma connaissance, pas communiqué sur ses réseaux, donc l'info est sortie, les gens lui sont tombés dessus, il s'est pris une sauce monumentale et je pense qu'il est suffisamment dégoûté pour pas avoir envie de revenir. L'idée, pour ceux qui n'avaient pas tout suivi, donc Goodman, c'est un supercoq australien qui n'est pas ultra excitant en soi. Il a fait son petit bonhomme de chemin et il est monté très haut dans les rankings en affrontant les gens qu'il faut. Il avait notamment battu TJ Doheny, par exemple, le dernier adversaire d'Inoue. Mais c'est un combattant qui manquait de style, qui manquait un peu de flash, et puis dans une catégorie qui manque un peu d'exposition. Donc c'est un type qui est quand même globalement passé sous les radars, tant et si bien qu'il s'est retrouvé très bien classé et à la WBO et à la IBF, sans trop que les gens le connaissent en fait. Et donc il s'est retrouvé mandatory à IBF, si je ne dis pas de bêtises, et en mai, il est monté sur le ring après que Inoue ait mis KO Neri, pour faire une annonce et dire à Inoue devant tout le monde, Inoue, je suis ton mandatory, affronte-moi sinon c'est que t'as peur de moi, et du coup affronte-moi ou laisse une ceinture vacante si t'as peur. Donc évidemment, c'était une annonce qui était ballsy. Évidemment, il a affronté. Non, enfin, évidemment. Le fait est que, bon, pourquoi pas, si jamais t'as une grande gueule, mais que derrière tu essaies de répondre un peu par tes actes, pourquoi pas. Le problème étant qu'il a affronté un Thaïlandais en juillet parce qu'il disait qu'il avait besoin d'encore un combat pour affronter Inoue. Combat qu'il a gagné, dans lequel il s'est blessé à la main droite, il s'est pété la main. Donc le combat a pu se faire en septembre. À la place, Inoue a affronté TJ Doheny. Le combat a été book pour décembre, pardon, mais donc le 24 décembre, hein, c'était censé être notre cadeau de Noël. Le truc, c'est qu'il s'est donc blessé lors de son sparring, il s'est fait une coupure au niveau de l'arcade. Les gens ont été très critiques à ce niveau-là, en disant que c'était un manque de professionnalisme énorme, etc. De faire encore des hard sparring à 2 semaines du combat. Bon, c'est aussi arrivé à Fury avant qu'il affronte Usyk. Je sais pas si les gens ont été aussi durs avec Goodman, si c'était un boxeur un peu plus apprécié. Honnêtement, les blessures en boxe avant combat, ça arrive vraiment souvent. Donc je trouve que les gens sont un peu durs à ce niveau-là. Reste que donc le combat a été recommandé du coup le 24 janvier, et donc il s'est de nouveau pas fait, puisque Goodman s'est reblessé, hein, sa blessure s'est rouverte. Et je trouve que les gens ont été vraiment durs avec Goodman. Ils l'ont notamment accusé de fuir le combat contre Inoue, ce qui, je pense, est assez stupide, dans le sens où Inoue représente en supercoq, je pense, la consécration, le but ultime de tous les supercoqs. C'est le plus gros chèque que tu auras de ta vie, c'est la seule chance que tu puisses vraiment exploser en termes de popularité et en termes de niveau. Bon, voilà, ça me semble être vraiment le ticket pour tout le monde. Et donc, je pense pas que Goodman ait vraiment fui Inoue. Je pense qu'il a vraiment juste eu un coup de pas de chance. Notamment, c'est un type qui se montait assez virulent dans ses propos. Alors j'exagère un peu quand je dis virulent, mais il postait souvent encore 3 semaines et je suis incontesté, encore 2 semaines et je rentre dans le pound for pound. Bon, ce ne sera pas le cas pour Goodman tout de suite. 2 semaines avant l'upset, ce ne sera pas le cas non plus. Et donc voilà, les gens l'ont accusé d'être un lâche, etc. Bon, je rappelle que le 1er janvier, quand nous on était en train de décuver ou qu'on n'était pas encore couché, lui il était en train de courir. Bon, je pense qu'il doit avoir vraiment le seum. Des carrières de boxeurs comme techniquement qui se finissent au pire moment, quoi, parce que ça se finit à la dernière marche, sans qu'il ait vraiment même pu tenter sa chance. Donc je pense qu'il est au fond du trou. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de venir ni être particulièrement méchant, ni venir être particulièrement injurieux avec lui. Je pense qu'il est déjà très mal. Et honnêtement, bon, j'ai pas commencé à regarder la boxe hier, je pense que je suis pas le seul. C'est pas la première fois que je vois un combat annulé au dernier moment pour cause de blessure. C'est la vie des boxeurs. Et malheureusement, c'est tombé sur Goodman cette fois-là. Donc le combat d'Inoue sera contre un Sud-Coréen dont j'ai mangé le nom, un type que je connaissais pas, et je crois que pas grand monde le connaît. J'ai vu qu'il se faisait surnommer Pac Weather,
pour Pacquiao Mayweather. Bon, je pense que le combat va être une boucherie. Ça a pas l'air d'être un mauvais boxeur du tout. C'est genre un top 50 mondial. Mais bon, voilà quoi, c'est un top 50 mondial. C'est juste sympa d'avoir un Sud-Coréen qui a une chance mondiale. J'ai pas fait de calcul exact, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Sud-Coréen avec une chance mondiale. C'est une nation qui a complètement disparu du paysage de la boxe depuis 20 ans, avec 10-15 ans. Ce serait sympa de revenir un petit peu sur différentes raisons qui pourraient expliquer cette disparition. Mais bon, évidemment, ça va être beaucoup de raisons socio-économiques. Et c'est des choses qui me dépassent beaucoup. Je pourrais essayer de donner quelques pistes. Mais bien sûr, je n'aurai la prétention de faire un travail sociologique aussi sérieux. Maintenant, on va passer aux autres news un petit peu du début du mois. Et je trouve, alors il y a plein de choses qui sont marquantes, hein, notamment Turki Al-Sheikh qui rachète la boxe. Donc il est vraiment en train de racheter tout un par un. J'avais déjà émis certaines craintes vis-à-vis de tout ça. Il y a de cela quelques mois, je pense que c'était en juin que j'avais tourné cette vidéo, et essentiellement ce que je disais là-dedans, c'était que avoir un type qui maîtrise la boxe et qui gère la boxe à ce point-là dans sa paume de main, c'est bien, mais en même temps pas trop. Parce que on a de la chance, Turki Al-Sheikh est un type qui aime la boxe, donc oui, ça fait du bien la boxe. On a eu plein de combats, alors qu'on aurait peut-être eu sans lui, hein, malgré tout, mais qu'on a eu, et pour ça on peut le remercier. Donc essentiellement Better Bivol, Usyk Fury, qui sont ceux qu'on voulait le plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent merci Turki, sans toi on n'aurait jamais eu ces combats. Bon, ça c'est des raisonnements contrefactuels. Dans les faits, peut-être que sans lui on aurait quand même eu ces combats, ça j'en sais rien. Ce qui est à peu près sûr, c'est que grâce à lui on les a eu un peu plus rapidement et que les combattants ont été mieux payés et ont eu une exposition plus grande parce qu'il y a eu des bonnes cartes et un coup de com' assez énorme. Donc tout ça, ça me va tout à fait. Moi j'aime beaucoup mes athlètes et je suis très content s'ils reçoivent un paiement plus important. J'en suis complètement ravi. Donc là-dessus, on peut le remercier. Et les gens disent que grâce à Turki, enfin, les meilleurs s'affrontent, etc. Et c'est vrai qu'il a complètement relancé la catégorie des lourds, c'est vrai. Et qu'il est en train de bien relancer la catégorie des poids moyens. Notamment, moi j'aime bien Antoine, mais il est en train d'essayer de la relancer. Donc ça, c'est vrai aussi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie de la boxe qui est quand même très bien sans Turki Al-Sheikh. Je pense notamment à toutes les petites catés qui vivent extrêmement bien au Japon. Mais je vais revenir sur ça un petit peu plus tard. Et malgré tout le bien que fait Turki Al-Sheikh, l'un des dangers, c'est pour moi un truc qu'on est un peu en train de voir maintenant, c'est quelque chose qui est inhérent quand on a quelqu'un qui est en situation de monopole. Et comme Turki actuellement semble être de plus en plus l'un des seuls décideurs de la boxe, et le problème c'est qu'imaginons que demain, Turki se dise j'organiserais bien un combat super cool, genre Crawford-Canelo, genre un combat qui n'a aucun sens en termes sportifs, mais qui plaît au grand public, parce que le grand public connaît pas grand monde à part Crawford et Canelo. Enfin, je veux dire, je fais une petite aparté, mais j'ai l'impression que je suis la boxe assez activement, que je parle à des gens qui suivent la boxe assez activement, et donc ça nous semble en effet être une aberration, Crawford Canelo. Reste qu'il y a littéralement 2 jours, j'étais dans le métro, et dans le métro, j'entendais des gens qui parlaient de basket, de MMA, puis de boxe. Et c'était des jeunes qui devaient genre avoir la vingtaine, et c'est des gens qui suivent probablement la boxe comme ils suivent d'autres sports, et donc ils suivent ça de manière très lointaine. Donc ils connaissent les noms très connus, genre Usyk, genre Fury, genre Joshua, genre Tank, genre Canelo, genre Crawford, et puis Inoue et sûrement. Ils connaissent 7 noms. Et donc forcément, quand on leur dit Crawford va affronter Madrimov, bon, Madrimov c'est un très bon combattant, mais ils connaissent pas Madrimov. Donc ça les intrigue pas plus que ça. Quand on leur dit Canelo va affronter Benavidez, ils connaissent pas Benavidez, donc ça les intrigue pas plus que ça. Mais Canelo va affronter Crawford, là ils sont vendeurs. Et on ferait un Canelo aussi qui serait tout aussi vendeur. Et le truc qui est un peu perturbant avec la boxe, c'est qu'il y a tellement de catégories de poids, on se rend pas compte qu'il y a 2 KT d'écart entre les deux, que Crawford des KT il en a déjà en G4, et que là ça a commencé à faire beaucoup. Donc c'est un combat qui sportivement fait pas beaucoup de sens, mais qui va beaucoup plaire, parce que ça reste de nom, et donc ça va beaucoup plaire en fait à des casuals, hein, de manière sans mépris ni quoi que ce soit. Ça va beaucoup plaire aux gens qui connaissent pas énormément. Je veux dire, en foot j'y connais que dalle, si demain on me dit qu'il y a des 1v1 Messi-Ronaldo, il y aura plus de chances que ça m'intéresse que, je sais pas, de très bons footballeurs que je connais pas. Bon, je pense que vous avez compris, il n'y a pas d'un en foot, mais vous avez l'idée. Bon, dans tous les cas, donc ça c'est le danger d'un monopole, c'est que la personne fait ce qu'elle veut. Et typiquement, Turki Al-Sheikh, alors oui, c'est un type qui aime beaucoup la boxe, reste qu'il y a des moments où je trouve que je suis pas d'accord avec lui sur ses opinions, sur les combats qu'il a envie d'avoir, et le souci c'est que quand il fait des combats que moi j'ai pas envie de voir, en fait il les fait quand même. Donc voilà, c'est un problème. Et là, typiquement, ça c'est très bien vu vis-à-vis de tous les boxeurs américains qui font la une des médias. Alors je vais essayer de faire ça un par un, mais en gros, l'idée, c'est que les Américains dominent les catégories de poids entre les légers et les super welter. Au-dessus des super welter, il n'y en a plus. Et en dessous des super welter, il y en a quelques-uns en super plume, et en dessous, il n'y en a plus non plus.
qui domine en tout 4 KT. Donc les légers, hein, c'est là où il y a Tank, c'est là où il y a Shakur Stevenson. Les super légers, c'est là où il y a Haney, c'est là où il y a Teofimo Lopez. Les welter, c'est là où il y a Jaron Ennis. Et les super welter, c'est là où il y a Crawford. Et en plus, on peut caler éventuellement un Ryan Garcia quelque part dans le lot, on sait pas trop. Bon, il y a d'autres Américains dans le lot, mais c'est les plus connus. Et donc en fait, le problème, c'est que ces gars-là, qui ont des carrières qui sont bonnes, hein, parce que tous les mecs que j'ai cités sont des champions du monde, pour la plupart dans plusieurs catégories de poids, excepté Jaron Ennis, et sont des stars du pound for pound. Je dirais qu'ils sont tous top 20 à peu près confortablement. Reste que c'est des types qui ne sont pas top 1 du tout. Les modulo Crawford, qui ont encore beaucoup de choses à accomplir dans leur carrière, qui sont également souvent très jeunes, et qui pourtant semblent déjà, alors je ne sais pas s'il y a vraiment un terme français pour dire ça, mais c'est price himself out. Donc tu as tendance à se survendre. Par exemple, un promoteur va venir dire à un combattant, bah tiens, je te fais combattre tel type pour 800 000 euros, et puis le mec fait non, moi je combats pas pour 800 000, tu me connais pas, je suis une grande star. Bref, des gens qui se prennent un petit peu pour Canelo. Et tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas Canelo. Et donc en fait, ça fait des gens qui, malgré le fait qu'ils soient, en plus pour certains, pas méga convaincants sur leur dernière sortie, ont tendance en fait à être très durs en négociation et à pas trouver les combats qu'on veut. Et dans cette liste, j'épargnerai pas grand monde. Shakur Stevenson, que j'aime beaucoup, force est de constater qu'il n'a pas été très convaincant sur les dernières sorties et sur ses derniers adversaires, et pourtant il fait la star. Tank, pareil. Tank a été convaincant sur les dernières sorties. On n'est pas du tout satisfait de ses choix d'adversaires, il fait la star. Lopez, on n'est pas du tout convaincu sur sa dernière sortie, et pourtant là il aurait dû affronter Severiel Mathias le 15 mars, qui était un combat qui aurait été super sportivement, et je pense que ça aurait même plu à un public assez large, mais bon, Lopez n'a pas voulu de cette fumée. Lopez, lui, ce qu'il veut, il veut genre 2-3 noms qui sont méga connus, genre il veut Crawford, alors qu'il y a de nouveau 2 KT d'écart, machin. Il veut qui? Il veut Boots, qui est le mec de la, donc Jaron Ennis, qui est le mec de la catégorie du dessus, et je crois qu'il voulait Ryan Garcia. Donc sportivement, c'est nul. On a Devin Haney, qui est quelque part celui à qui je pardonne le plus de choses, parce qu'il a pris une sacrée rouste le 20 avril dernier. Ça fait 9 mois, il s'en est toujours pas. Enfin, il commence à s'en remettre, mais pendant 9 mois, il a besoin de prendre un break, et j'en veux pas, honnêtement. Je pense qu'on aurait tous eu besoin d'un break après ça. Derrière, on a Ryan Garcia. Je pense que ça vaut même pas le coup d'en parler. Il aurait dû faire un combat d'exhibition où il a mis un lapin en japonais en décembre, donc bon, il est en roue libre. Et derrière, on a Boots, que pareil, je sauverais peut-être un peu plus, parce qu'il a fait des performances qui n'étaient pas très marquantes, mais contre des adversaires qui étaient très bons et très sous-cotés. Et pour moi, il a quand même dominé. Il n'a pas gagné 12 rounds à 0, il n'a pas mis un KO, il a dominé. Donc je pardonne un peu Boots, et je pardonne un peu Crawford, qui continue de prendre des challenges sportifs, malgré un rythme de combat assez long. Et donc tous ces petits gars-là, là depuis, peut-être à les modulo Crawford, depuis début d'année, on essaie de leur mettre des combats, et puis ils traînent, et puis ils essaient de faire des arrangements. Et donc il y a 50 milliards de nouvelles, là, le pire je pense c'est Teofimo Lopez, tous les 2 jours on a une nouvelle annonce, Teofimo Lopez devrait combattre tel combattant. Alors que le Boog, ça fait 9 mois qu'il n'a pas combattu, qu'il a fait 2 combats en début d'année dernière, où les 2 fois il a été moyen sur ses sorties. Sa dernière bonne sortie, c'est Josh Taylor en mi-2023, ça commence à dater. Et en fait, techniquement, il a eu, je considère, qu'un seul vraiment bon combat, Teofimo Lopez en super léger. Alors c'était celui qu'il devait avoir. Et en attendant, il y a d'autres boxeurs, on entend moins parler, mais j'insiste, Jack Catterall, à quel moment est-ce que ce mec est toujours pas champion? À quel moment? Et c'est parce que les champions, c'est des gens comme Teofimo Lopez, qui je sais pas ce qu'ils font, mais ils demandent des milliards et des milliards, alors que les gars, ils font rien. Et forcément, ça fatigue. Et ça fatigue parce que ça fait une boxe qui traîne, on n'a pas les combats qu'on veut. C'est même pas qu'on n'a pas les combats qu'on veut, c'est qu'on n'a pas de combats intéressants, vraiment. Les boxeurs sont insupportables. Ils n'arrêtent pas de parler, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils changent plus vite d'avis que des girouettes. C'est pas des choses qu'on veut voir, pas des choses qui nous intéressent. Et surtout, les combats qui a l'air d'intéresser ces boxeurs sont des combats qui ne font sportivement aucun sens. Et ce que moi je vois, c'est pas des gens qui sont intéressés par construire une carrière, par essayer d'être des grands boxeurs, c'est des gens qui sont intéressés par la thune, la popularité, enfin j'en sais rien. Je pense que ça aide pas aussi de voir qu'il y a des youtubeurs qui s'en mettent plein les ronds alors qu'ils ont beaucoup moins de talent de boxe qu'eux. Je pense que ça n'aide pas. Et je pense que le pire dans tous ces cas-là, c'est Ryan Garcia, à qui j'en veux vraiment pour ce qui s'est passé le 20 avril dernier, à qui j'en veux vraiment pour tous les comportements qu'il a eu après, et à qui je continue d'en vouloir, parce que ce type, ça aurait vraiment pu être le visage de la boxe. Il avait tout ce qu'il faut, de la vitesse, un menton parfois un peu défectueux qui permet d'aller à terre. En parallèle, il était charismatique, il avait un crochet gauche, c'était la foudre en personne, il avait tout ce qu'il fallait.
Et là, c'est la roue libre. Ça parle de le faire revenir contre Isaac Cruz. Isaac Cruz, qui est un ancien champion. Vous lui faire dire contre Ryan Garcia, j'ai l'impression vraiment qu'on a des gens qui se demandent et si on mettait Jake Paul contre Jai Opetaia? Et je me demande, mais qu'est-ce que ça fout là? En fait, qu'est-ce que ça fout là? Donc voilà, tout est en roue libre. Moi, ça m'énerve. Globalement, je sauverai un petit peu Shakur, qui est catastrophique sur ses choix d'adversaire, mais je crois que c'est surtout les autres qui veulent pas trop l'affronter, parce qu'il est pas vendeur, parce qu'il combat avec un style qui est pas très excitant. Je sauverai Ennis, qui pour moi, comme j'ai dit, les gens ont été assez durs sur ses dernières sorties. Et je sauverai Crawford, qui combat clairement pas assez, mais qui répond présent quand il faut combattre. Et donc je sauverai ces trois. Mais Garcia, ah oui, et Heini, parce que en vrai, ça se comprend. Mais même Heini, ça fait 9 mois qu'il est pas là. Jusqu'à présent, Heini, c'était le challenge sportif avant tout. Là, Heini, il parle d'un rematch contre Ryan Garcia. Alors je veux bien que ce soit personnel, etc. On n'en veut pas de ce rematch contre Ryan. On n'a pas envie d'avoir un 4-4. Je pense que on peut laisser ça derrière nous. C'était une suffisamment grosse insulte à la boxe pour qu'on n'ait pas envie d'un deuxième volet. Donc bon, Heini, il était champion WBC en vacances là. Et Alberto Puello qui a pris le titre entre temps, viens, récupère ton titre WBC contre Alberto Puello. Ou alors tu te remets un petit combat de mise en jambe contre un top 15, je sais pas, un Oscar Duarte. Bon, il doit combattre Régis Prograis, mais vous avez l'idée. Et limite même, ou je sais pas, un autre contender genre Barboza ou Ramirez qui est sur la descente aussi. Bref, il y a d'autres combats plus intéressants à faire que un Ryan Garcia 2. Donc même ça me vénère un petit peu. Et puis Tank, on va en reparler aussi, mais Tank qui affronte Lamont Roach, alors qu'il a une catégorie qui est pleine, la catégorie du dessus qui est pleine aussi, et que Lamont Roach, je suis désolé, mais bon, c'est pas le meilleur des champions de la catégorie des super plumes non plus. Il aurait pu affronter Navalete, il aurait pu affronter O'Shaquie Foster, et même les deux, Navalete s'est cassé les dents déjà contre Berinchik en léger. Donc t'avais d'autres gars à affronter, surtout que la catégorie des légers, elle est pleine, donc t'as pas besoin d'aller chercher plus bas. Bref, bon, voilà, comme on voit, hein, c'est pas une caté enfin, c'est pas des catégories qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a malgré tout un gros affrontement en super léger qui va avoir lieu. C'est José Valenzuela contre Gary Antoine Russell. Ça, c'est un combat à surveiller. Ça devrait avoir lieu en sous-carte de Tank contre Roach. Et ce serait paradoxalement l'affiche de la carte jusqu'à présent. Je crois, faudrait que je vérifie avec, mais il me semble que ça va être l'affiche de la carte. Et je pense que, et je vous invite beaucoup plus à essayer de vous regarder les combattants qui sont vraiment dignes d'intérêt, même des combattants américains, il y en a. Je pense à Bam Rodriguez, qui fait vraiment ce qu'il faut en termes d'adversaire. Je pense à David Benavidez, qui va affronter Morel, ça va être génial. Et puis je pense à toute cette communauté japonaise, où c'est bête, mais au Japon, les meilleurs sont forcés d'affronter les meilleurs. Alors ça fait des combattants qui ont potentiellement beaucoup plus de soucis de santé, c'est vrai, qui ont des carrières beaucoup plus courtes, c'est vrai aussi. Reste que un japonais qui a 8-0, il a sûrement affronté des boxeurs qui étaient bien meilleurs qu'un américain qui a 8-0. Parce que pareil, ça aussi j'ai oublié d'en parler, mais les américains qui affrontent 20 top 500 avant d'avoir un contender sérieux, bon, donc ils combattent tous les 2 mois, c'est cool, ils combattent personne tous les 2 mois. Et c'est, je pense, pas la meilleure. Donc c'est une manière de monter une carrière qui était pertinente à un moment, mais maintenant ça l'est beaucoup moins, parce que les gens sont plus crédules. Donc quand on voit Abdullah Mason qui revient encore une fois, bon, on aimerait avoir des noms à un moment. Et je trouve ça dommage de passer autant de temps à monter des gens. En tout cas, de cette manière-là. Je trouve que c'est un système qui, en fait, est un peu vieux, surtout quand on compare ce système, par exemple, au Japon, où il y a une manière très structurée d'organiser les prospects. Les prospects s'affrontent en permanence entre eux, jusqu'à avoir des mecs qui sortent du lot, parce qu'ils ont 2 défaites. En fait, ils ont 2 défaites pour 13 victoires, que contre des gens vraiment bons, et un palmarès de 13-2, c'est factuellement un excellent palmarès. Enfin, ça dépend qui on affronte, bien sûr, mais pour les Japonais, c'est plus vrai que pour d'autres pays. Il y a tellement de pépites, de toute façon, moi, je vais pas trop m'étendre, mais il y a tellement de pépites japonaises où parfois je découvre, ou parfois je lis aussi, je lis des gens qui parlent de combats japonais et je me dis, ah mais oui, en fait, ce combat était génial. Là, je pense à Utsuki contre Yasuda, qui est un combat dont j'ai pas du tout entendu parler. Je l'ai vu quelques mois après, je crois que c'était un combat qui s'est déroulé en octobre, je l'ai vu là en début d'année, le combat était génial, les 2 mecs étaient excellents. Bon, c'est des types qui sont top 20 de leur caté, quoi. Sauf que voilà, ça se frappe et ça va faire que progresser. Et je pense qu'on le voit, parce qu'ils sont en train de manger toutes les catégories quasiment, jusqu'au à peu près aux plumes, où ça commence à... Bon, les plumes c'est pour les Mexicains. Mais il y a quelques Japonais qui arrivent en plume. Même en super plume, il y a quelques Japonais qui arrivent. Là, il y a des Japonais qui commencent à arriver en super léger avec Andy Hiraoka, en welter avec Jun Sasaki. Donc voilà, il y a des Japonais qui arrivent un peu partout. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que les Américains ne sont pas prêts du tsunami qui vont se manger par des boxeurs d'autres pays. Les Ouzbeks arrivent très fort aussi. Et je pense qu'il va être temps pour les Américains de se rendre compte que leur modèle est sympa, mais commence à être dépassé.
Voilà, c'est tout pour moi. Le combat d'Inoue, c'est la semaine prochaine, ça va être sympa. Il y a aussi un combat de Pacheco et de Andy Cruz le lendemain. Donc c'est que des combats qui vont être sympas. Enfin, qui devraient être cool en tout cas. Donc je vous invite à regarder tout ça. Normalement, Pacheco et Cruz sera sur DAZN et Inoue sera avec Top Rank. Donc je crois qu'il y a RMC qui fait une diffusion. Sinon, voilà, c'est du Top Rank. Et ce sera peut-être sur Sky Sport aussi. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour essayer de couvrir un petit peu plus de combats. Allez, bye!